Bonsoir à tout le monde, bonsoir Hicham et merci à toi d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Et alors pour ceux d'entre vous qui viennent de découvrir la page, Daloupa, c'est tout simplement une plateforme qui a pour vocation de servir les entrepreneurs en les connectant à des opportunités, que ce soit à travers des investisseurs ou des mentors, mais également voilà, en les inspirant. Et c'est dans ce cadre-là qu'est né ce concept d'Aloupa Interviews, où le but ici, c'est de ramener des entrepreneurs africains principalement qui font des choses pour ici, pour le continent, qui essaient de bâtir un futur qui est différent de l'existant. Et c'est dans ce cadre-là, voilà, je pense à toi, Hicham, parce que ce que tu fais a de la valeur et on pense que ça a un impact très positif sur le continent. Donc, bienvenue à tout le monde. Essayez de préparer vos questions. On va prévoir un moment pour répondre aux questions de l'audience. Et sans plus tarder, donc, on va commencer. Alors, Hicham, je le rappelle, tu es le CEO. Bah, en tout cas, bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. J'ai un petit peu vu un petit peu ce que tu faisais au niveau des vidéos. C'est du très bon travail. C'est des personnes que tu invites de gros calibre. Dis-moi juste rapidement, est-ce que je branche mes kits ou bien c'est bon pour le son? Ouais. Essaie si c'est mieux peut-être. Ok, je vais tester rapidement pour voir si c'est s'il n'y a plus d'écho. Ils sont en train de se connecter. Ouais, le temps que les gens se connectent. Bonsoir. Je pense que maintenant c'est mieux. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Allô? Ouais, là c'est beaucoup mieux. Ok, bah parfait alors. Donc on y va. Alors, parfait. Je disais, à titre de rappel, Hicham, tu es le CEO, cofondateur de Pipi Biala, qui est aujourd'hui la plus grande communauté de covoiturage au Maroc. C'est 300 000 membres, c'est quand même énorme. Alors, la première question que j'aimerais te poser. On est maintenant à 330 000, on a rajouté 30 000. Ça avance vite. Alors, dis-moi, Hicham, comment est-ce que l'aventure a démarré? On veut savoir. Le covoiturage, on n'a pas réinventé la roue, mais en tout cas, le covoiturage, c'était un réflexe c'était une problématique que je vivais en tant qu'étudiant. Donc, l'histoire, elle est un petit peu classique. Selon un besoin, on a rapidement cherché à mettre en place un autre moyen de transport, mis à part ceux qui sont déjà disponibles, vu les problématiques que vivent pas mal de personnes ici au Maroc. Je ne sais pas si les personnes présentes sont en majorité ils vivent au Maroc ou pas? Pour savoir comment est-ce que je des Marocains qui sont là. On a aussi des gens de la diaspora. Ok, bah je vais faire un petit tour rapide. En tout cas, ici au Maroc, il y a quelques années, maintenant ça s'est amélioré. À l'époque, il y avait vraiment des problèmes au niveau de la mobilité, au niveau de la cherté des transports en commun, de la qualité, des retards. Parfois, c'est des retards d'1 heure carrément. Et du coup, on a cherché de mettre en place une alternative aux moyens de transport. L'offre, elle ne cesse d'augmenter. Mais je veux dire, les moyens de transport sont toujours les mêmes. Ils n'évoluent pas à la même vitesse qu'évolue la demande des passagers. Et bah du coup, on s'est dit qu'on va se lancer sur une petite communauté entre amis pour tout simplement faire du covoiturage, tout simple, tout court. Pour les gens qui connaissent pas le covoiturage, bah c'est le moyen. C'est une personne qui va voyager d'un point A à un point B. Et elle va essayer de partager son trajet pour partager en même temps les frais. Donc c'est quelque chose que nous faisons depuis des années, c'est quelque chose de classique que nous faisons au passé entre voisins. Je suppose que tous les pays d'Afrique, ils ont vécu la même chose. On le fait entre voisins, entre amis, entre familles, mais maintenant c'est plus entre des personnes qu'on ne connaît pas. C'est la seule différence qu'il y a actuellement. Et du coup, on s'est lancé sur ce créneau-là. On avait commencé par une communauté. Et c'est là où il y a la différence, qui veut dire je me suis pas lancé sur un projet avec qui veut dire avec des investissements. On a un petit souci de connexion là. J'espère qu'on n'aura pas de problème technique cette soirée parce que
Alors, le temps que ça charge, préparez vos questions, les amis, laissez vos. Ouais, là c'est bon. Continue. Ok, parfait. Donc du coup, on n'a pas commencé on s'est pas dit qu'on va créer, on va lancer le covoiturage, on doit mettre en place une structure juridique, on va pas créer, perdre du temps à lancer, à créer, à développer une application et par la suite on sait pas est-ce que ça va pas fonctionner ou pas. Mais c'était plutôt un réflexe de tester, de test and learn, et qui veut dire on va mettre en place une petite communauté d'une manière gratuite sur Facebook, où on va essayer de partager Les offres de covoiturage, je comment vois. ça va se C'était en passer. quelle année? C'était en quelle année ça? Donc du coup, le covoiturage, c'est quelque chose de nouveau au Maroc, vu la culture, vu pas mal de choses. C'est nouveau pour les gens de commencer à partager. Allô? Ah là là, ça va pas être facile ce soir. Ça va pas être facile ce soir. Allô? Vas-y. Donc du coup, les gens, ils ont commencé à faire du covoiturage, ils ont joué le jeu, ils ont aimé le concept, ils ont aimé aussi le mindset qu'on leur a apporté. Ça veut dire c'est un moment de joie, c'est un moment de partage, c'est un moment aussi d'économie. Alors, il faut pas le négliger. Et c'est de bons moments qui sont partagés entre deux personnes, qui veut dire entre deux ou trois personnes, entre les passagers, entre les personnes qui vont partager ce covoiturage. Et, euh, et petit à petit, c'est un nouveau mindset qui a commencé à s'instaurer au sein des étudiants, au sein des jeunes. Et du coup, ça a commencé à se propager rapidement. Et du coup, on s'est retrouvé facilement avec une grosse communauté. Je vois. Alors, c'était en quelle année? Et du coup, C'était en là, quelle année? ce qu'on a, Parenthèse. Le groupe, ça a été lancé en quelle année? bah ça, ça a été lancé en 2015. Ça a été lancé c'est assez longtemps. Et on a pris vraiment le temps. Et c'est quelque chose qui est importante. C'est un ingrédient qui est assez important. C'est la patience. Qui veut dire, on a pris le temps de forger cette communauté autour de la marque. On a pris le temps de les éduquer, de leur apprendre ce que ça veut dire le covoiturage, avec les différents avantages que procure ce nouveau concept, et les différentes règles qu'il faut respecter. Je vois. Et il faut savoir, à titre d'exemple, par exemple, on a presque 300 à 200 nouvelles personnes qui nous rejoignent au niveau de la communauté. Et à chaque fois, il faut qu'on leur rappelle, voici les règles, voici ce que ça veut dire le covoiturage. C'est pas juste un groupe pour le fun, mais c'est vraiment, il faut être responsable, il faut venir à l'heure. Il faut, quand on a un engagement vis-à-vis d'une personne, il faut l'avertir au cas où il y a une annulation, ça va venir, etc. Donc du coup, c'était vraiment un gros travail qui a été fait. Bâtir une communauté, c'est pas facile. C'est facile dans d'autres types d'activités si on veut bâtir, qui veut dire créer un groupe juste pour le fun, pour les blagues, etc. La photo, elle fait le travail. mais pour un concept, c'est un peu difficile. Parce que tout simplement, on doit éduquer les gens. On a mis en place une charte à respecter. Les gens, ils ont respecté cette charte. Ils ont joué le jeu aussi. À un moment donné, quand ça commençait à devenir de plus en plus la charge de travail et le nombre d'utilisateurs devient de plus en plus conséquent, on a automatiquement demandé est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous rejoindre et nous aider au niveau de la gestion de la communauté. Et il y avait pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Ils ont fait du très bon travail. Ils nous ont aidés. C'est les soldats qui sont derrière la grosse communauté, effectivement. Et c'est des gens qui font un travail formidable en veillant au bon déroulement déjà du covoiturage et à la sécurité de la communauté. Et parce que la communauté ne s'est pas agrandie aussi d'une manière magique, c'est qu'il y avait une réputation qu'on a bâtie au fur et à mesure. C'est une réputation d'une communauté qui est select et qui est de confiance carrément. Je veux dire, les gens, il y a des femmes qui font du covoiturage, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des parents qui envoient leurs enfants en covoiturage.
et à un moment donné, les gens, ils ont commencé à partager leurs photos, leurs selfies des covoiturages réussis. Et dans les selfies, on voit tout type d'âge, tout type de catégorie sociale aussi, tout type de véhicule, Ah ouais? des grands-mères aussi, des parents avec leurs enfants qui partent en covoiturage. Et c'était vraiment génial, hein. Et c'est là où on a retrouvé que effectivement, c'est pas seulement un simple groupe, mais c'est une vraie communauté, c'est un esprit de famille. Et on a su qu'on a fait du bon travail. On a continué, on a continué Je vois, je vois. sur cette Alors, en lignée. tout cas, tu parlais de sécurité. Je pense que la sécurité, c'est quand même un enjeu majeur voilà, de votre activité. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à garantir la sécurité des voyageurs parce que généralement dans les communautés, il y a toujours une personne qui peut être mal intentionnée quand il vient sur le groupe. Et je ne sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, ce type de personnes? Si oui, comment est-ce que vous avez pu gérer ce type de situation? Alors, Excuse-moi, je ça a coupé disais, un petit peu à alors, la fin. généralement dans les communautés, il peut toujours arriver qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui puissent arriver dans le groupe, par exemple, et avec des intentions qui ne sont pas bonnes. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans votre cas, et si oui, comment est-ce que vous arrivez à gérer ce genre de cas-là? Bon, déjà, Dieu merci, on n'a jamais eu d'incident de ce genre. Les seuls incidents qu'on a eu, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui pose un lapin à une autre personne. Donc Ouais, ça va. On peut remédier ça ouais, on peut remédier ça à dire que voilà, à éduquer les gens, à leur dire il faut être responsable, etc. On le rappelle à chaque fois. Mais après, on prend vraiment, on prend le soin de filtrer les profils je qui vois. nous rejoignent au sein de la communauté. Bien sûr, c'est pas un cri, c'est pas quelque, c'est pas vraiment la meilleure manière de sécuriser la communauté, mais on essaie d'être vraiment vigilant au niveau des profils. À chaque fois, on fait des rappels d'annonces comme quoi, si jamais vous avez rencontré des personnes qui n'honorent pas leur engagement, etc., etc., essayez de nous avertir. Le fait qu'on est très dur, qui veut dire à chaque fois qu'il y a un simple petit incident, il y a la personne. Ça charge, ça charge, ça charge. Ouais, à chaque fois qu'il y a. Vas-y, ça parle. Allô? Ça marche. Ok, ok, parfait. Donc du coup, le fait que les gens ils ont vu que nous étions assez sévères au niveau de la sélection, à chaque fois il y a quelqu'un qui n'honore pas un engagement, on le verbalise par la suite, il n'est plus parmi nous au niveau de la communauté, etc., etc. Les gens ils sont conscients qu'il y a des gens qui sont sérieux derrière la gestion de cette communauté et ils commencent à respecter automatiquement les règles qu'on a tracées pour le bienfait de tout le monde. À un moment donné, toutes ces règles et tout ça, euh, ça commence à être un petit peu bloquant parce qu'au niveau de Tout Facebook, à on peut fait. pas tout contrôler, on peut pas dire les gens, ils peuvent pas laisser leur avis, il y a moins de traçabilité, Mhm. etc., etc. Et d'où l'intérêt, on a commencé à réfléchir à lancer une plateforme qui va être plus ou moins automatisée sur pas mal de process. Et c'est là où on a commencé à prévoir qui veut dire à étudier le lancement de l'application. Et il y a pas mal de personnes qui ont adhéré après le lancement de l'application. En même pas une année, c'est plus de 25% qui utilisent que l'application, ils n'utilisent plus le groupe parce que tout simplement ils savent que sur l'application c'est plus sécurisé, c'est plus Je vois, je vois. Allô? Allô? Vas-y, ça. donc du coup, quand je disais sur l'application, les gens ils savent que sur l'application on retrouve les avis, on retrouve la vérification des profils. Oui, Armand, tu entends? très bien. 5 sur 5. Vas-y. Allô? Allô, allô? Oui, ça marche. Ouais, ça coupe. Très bien. C'est bon maintenant? Ok, ok, parfait. Donc je répète rapidement. Les gens, ils ont automatiquement après le lancement de l'application, il y a plusieurs personnes qui ont migré vers l'application Vas-y. parce que tout simplement l'application, elle proposait plusieurs moyens de vérifier les profils, d'être sûr que la personne c'est vraiment une personne réelle derrière ce profil-là, qui veut dire avoir tous les avis des différents trajets et des différents voyages qui ont été faits avec cette personne-là, Tout à fait. etc., etc. Et, euh,
et tout ça, c'est grâce à la communauté. Qui veut dire, si on n'avait pas la communauté, ça va être vraiment difficile d'avoir le succès qu'on a eu lors du lancement de l'application. Absolument. Alors, aujourd'hui, Pipi Biala, ce n'est plus seulement un groupe, c'est une start-up. C'est une start-up voilà, qui recherche un business model, qui formalise les choses. À quel moment est-ce que tu t'es dit qu'il était temps voilà, de pouvoir faire la transition du groupe à une structure bien cadrée, avec une application et tout ce qui va avec? Bah, c'était un moment où j'ai trouvé la bonne équipe parce qu'au moment qu'on a lancé le groupe, je cherchais franchement l'équipe qui bâtira avec moi cette start-up, mais c'était pas en mode pressant, c'était je cherchais à être reposé, les bonnes personnes, les personnes de confiance, les personnes qui vont compléter les différents skills que j'ai en tout cas, et au fur et à mesure je préparais les process de l'application et tout le reste. Et on a commencé à dessiner l'application, moi et mon cofondateur, et on a commencé à la développer petit à petit, et on a commencé à la préparer parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, il y aura un time to market où on devra vraiment la lancer. Et on s'est dit que voilà, on va commencer à la préparer. Au fur et à mesure, on est en train d'agrandir la communauté et au fur et à mesure, on est en train de les éduquer pour utiliser le covoiturage de la bonne manière. Et au moment où il y avait des problématiques au niveau des transports et des moyens de transport, des transports en commun, c'est à ce moment-là qu'on a tout simplement on a vu que s'il y a une opportunité et ça coïncidait aussi avec les fêtes de l'Eid de l'année 2019. Et on s'est dit bon, c'est le moment de lancer l'application et on est arrivé à un stade assez développé au niveau de l'application, il faut la lancer maintenant. Et c'est ce qu'on a fait, on l'a planifié après quelques semaines et on a lancé l'application, il y avait vraiment le boom, ça a fait vraiment le buzz lors du lancement. Et il y avait beaucoup de téléchargements, on était classé premier au niveau des tendances et ça veut dire que finalement on a pu réussir le premier lancement. Alors, Hicham, quand je vois un peu ton parcours, j'ai un peu le sentiment en fait que pour toi, le fait de créer une startup, c'est devenu, en fait, ça a été une conséquence du succès que la communauté a eu. Alors, j'aimerais que tu me dises, est-ce qu'avant ça, tu avais déjà pensé être entrepreneur ou est-ce que ça a été une évidence que tu t'es dit, en fait, il faut absolument que je devienne entrepreneur. C'est-à-dire, c'est une évidence en fait. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est une évidence qui t'a Moi, je savais très bien que je vais entreprendre un jour ou l'autre, je vais entreprendre quelque chose. Mais entrepreneur, j'ai commencé à entreprendre pas mal de choses quand j'étais petit, à l'âge de 14 ans. Au moment où mes amis jouaient dans la cour du quartier, moi, je cherchais à créer des petits business. Je te raconte un petit peu l'anecdote. Là, c'est bon. Ok, parfait. Ok, parfait. Enfin, on va y arriver. On était à l'étape de l'enfance où tu fabriquais des choses. Ouais, j'achetais des paquets de bonbons et je faisais une sorte de loterie. Je prenais mes jouets et ceux dont j'ai pas besoin et je faisais des petits numéros que je collais dans chaque jouet et les gens et je revendais 3 fois le prix de chaque bonbon et leur dire voilà, tout simplement tu achètes un bonbon, tu as eu une chance sur 10 pour avoir un jouet derrière. Hein. Donc du coup et je vendais les bonbons pour 3. Et du coup, depuis plus petit, j'essaye d'entreprendre les choses. Après mon master, effectivement, j'ai rejoint un groupe français ici au Maroc, et j'étais responsable du Fab Lab Innovation, qui est destiné simplement à développer de nouveaux process, à améliorer les différents process du groupe. Et par la suite, j'étais intrapreneur au sein de cette entreprise. Donc du coup, je créais des solutions pour les différentes BU. Et c'est là où je me suis dit il faut faire quelque chose, il faut que je continue sur la voie de l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, j'avais à peine commencé à peine j'ai commencé à créer la communauté. Et c'est là où je me suis dit cette communauté, c'est une très belle communauté, c'est une très belle famille. Le besoin il est là, la problématique elle est là aussi. Il faut répondre à cette problématique. Pourquoi pas carrément continuer sur cette voie du covoiturage ici pour le Maroc. Tout à fait. Donc, alors, c'est en quelle année que tu es passé du groupe à la création de la startup? C'était en quelle année?
Bah la startup c'est tout nouveau, c'est à peu près maintenant ça fait 2 ans que la structure juridique elle est créée, que la startup elle a vraiment commencé son aventure et que j'ai recruté du monde au niveau des équipes techniques. On a commencé à développer le prototype, on a fait une petite levée de fonds au départ, on a fait le POC, on a commencé plutôt on a continué à développer la V1, on a lancé la V1 par la suite, on a fait encore une fois une autre levée de fonds et on est en train d'agrandir maintenant l'équipe tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a eu des réticences vis-à-vis de la communauté quand vous avez essayé de faire la transition? Alors, je me dis, par exemple, peut-être… Allô? Oui, je t'entends. Tu m'écoutes bien? Oui. Oui, alors je demandais, est-ce qu'il y a eu des réticences vis-à-vis de la communauté quand vous avez fait la transition? Je me dis, par exemple, une personne qui autrefois avait accès au service gratuitement, il va se dire, mais pourquoi est-ce que je dois payer maintenant? Est-ce qu'il y a eu ce cas-là, par exemple? Ben, tu sais, c'est tout à fait normal. Les gens, ils sont dans leur zone de confort. Hein. Donc, automatiquement, ça va être difficile. Mais en utilisant l'application, il y avait beaucoup d'avantages. Tout simplement, on a essayé on n'a pas créé une application qui est copier-coller de ce qui se fait en Europe, mais plutôt on a cherché à vraiment créer une application qui répond aux vrais besoins d'une communauté, qui veut dire du citoyen marocain qui veut faire du covoiturage, qui est un peu plus difficile qu'un citoyen européen qui est habitué aux différents moyens de paiement, qui est plus digitalisé qu'ici au Maroc, etc., etc. Et du coup, on a lancé une première V1 qui est assez light. On a supprimé pas mal de choses qu'on retrouve dans les applications classiques de covoiturage en Europe ou bien dans d'autres pays. Et on a laissé et on a essayé de mettre en place des timelines et qui veut dire à chaque fois on va lancer une telle mise à jour, mais en même temps on l'étudie avec la communauté et on voit est-ce qu'ils ont vraiment besoin de cette fonctionnalité ou pas. Et souvent il y a des fonctionnalités qu'on avait prévu de lancer directement après la V1.1 et ça s'est retrouvé carrément à la fin de la première version. Et au fur et à mesure, on adaptait, au fur et à mesure, on améliorait l'application. Et au final, les gens ils se sont retrouvés avec une solution sur leur téléphone qui répond vraiment à leurs besoins. Et une fois ils font par la suite, ils ont fait par la suite la comparaison entre le groupe qui veut dire faire un covoiturage via le groupe et faire un covoiturage via l'application. Et ils se sont retrouvés avec beaucoup d'avantages, que ce soit non seulement au niveau de la facilité, de la fiabilité, la traçabilité aussi, la sécurité. Et du coup, tout simplement, c'est une sécurité, c'est un confort qui se fait. Donc, du coup, ils se sont orientés vers l'application. En tout cas, je vois des commentaires qui disent que c'est une très bonne application. Apparemment, on a des utilisateurs qui sont connectés. Il y a ça. Ah, c'est super. C'est très fluide et minimaliste. Alors, Hicham, il y a également un point qui est important, je pense, c'est l'aspect réglementaire de tout ce qui est VTC au Maroc. Comment est-ce que vous vous assurez que ça ne devient pas une activité lucrative entre voyageurs? Parce que je pense que la loi interdit cet aspect-là. Tout à fait. La loi, elle interdit l'utilisation du VTC proprement dit. Nous faisons du covoiturage. Donc, du coup, c'est pas la même chose. Le VTC dans la loi marocaine, effectivement, la loi marocaine, elle interdit tout transport de passagers à but lucratif. Pour le cas du covoiturage, c'est des cotisations qui se font automatiquement, et du coup, c'est un partage total des frais. Et nous avons un rôle de réglementer cette partie-là en mettant à disposition de nos utilisateurs une application qui va brider le conducteur quand il va vouloir publier une nouvelle offre. Donc automatiquement, il y a des algorithmes qui font le calcul du trajet avec une estimation des frais du trajet, et tout simplement à un moment donné on lui dit voilà, par exemple je dis n'importe quoi, pour un Casa Rabat, on lui préconise de proposer une cotisation de 20 dirhams, mais il faut pas dépasser une cotisation de 25 dirhams. C'est-à-dire il a libre choix de diminuer ou bien augmenter, mais
mais c'est plafonné à 25 dirhams par exemple, par passager. En tout cas, les prix sont encadrés, c'est ça. C'est-à-dire les prix sont encadrés. Effectivement, encadré avec des couleurs. C'est en vert, très visuel. En vert quand c'est et que la personne elle a mis en place, elle a choisi le bon prix à mettre en place pour la cotisation. En orange, si la personne elle commence à augmenter, à s'approcher du seuil de plafonnement, et quand c'est plafonné, c'est bon, ça, il peut pas augmenter la cotisation. Alors là, on va essayer de prendre quelques questions de l'audience. Je sais qu'ils sont impatients. Alors, il y a une personne qui nous a envoyé sa question avant l'interview. Il y a Yacine qui a demandé, est-ce qu'il faut construire une communauté avant son MVP ou lancer son MVP avant de développer sa communauté? Idéalement, c'est de construire sa communauté. C'est vraiment quelque chose qu'on a prouvé, qu'on a testé, qu'on a prouvé. D'ailleurs, on est parti à Station F, parce qu'on on est incubé aujourd'hui à Station F avec HEC Paris. Et du coup, quand on a raconté ce qu'on a fait, les gens ils étaient abasourdis. C'était nouveau pour eux. Les startups en majorité, ils se lancent directement sur un MVP et à la recherche de financement, à la recherche de quelques personnes. Pour bien évidemment, le financement c'est pour lancer leur campagne de com, pour avoir une communauté ou bien des utilisateurs, sachant qu'on peut faire l'inverse et d'une manière très gratuite, qui veut dire carrément gratuite, et en utilisant carrément les réseaux sociaux qui sont gratuits, en utilisant Facebook, une simple petite communauté. D'ailleurs, ce matin, j'étais en train de mentorer une nouvelle startup, une petite startup qui est en train de se lancer sur un service B2C, et du coup, ils se sont, et je les ai convaincus de lancer une communauté qui répond à la même problématique que va offrir leur plateforme. Et une fois qu'ils ont réuni même 1000, 2000 personnes, c'est déjà pas mal. Donc du coup, t'as une petite communauté avec qui tu vas tester déjà, où tu pourras faire une vraie étude de marché, parce qu'il faut faire attention. Une étude de marché, si on l'a fait avec nos proches, avec nos amis, souvent c'est pas bon. On va tout dire que c'est très bien. Oui, ils vont plus avoir un penchant à répondre positivement à ce que tu veux faire. Et du coup, vaut mieux aller vers le dur et poser la question à des personnes qui sont inconnues carrément. Absolument. On va prendre une autre question. Il y a YasBN qui a demandé, alors quel est à peu près le budget que vous avez consacré au développement de l'application? Est-ce que vous avez eu recours à des investisseurs? Je pense que tu as répondu à une part de... Effectivement, au départ, c'était des fonds propres, puis par la suite, quand c'est devenu plus conséquent et on a pu convaincre nos investisseurs par rapport à ce qu'on a fait, au travail qu'on a déjà fait avec nos fonds propres et avec la communauté qu'on a pu bâtir, et ils nous ont fait confiance pour investir de petites sommes. Bien sûr, ils investissent au départ de petites sommes, et on a pu les convaincre avec ce qu'on a pu faire avec ces petites sommes. Et par la suite, ils nous ont encore une fois fait confiance à nous. Je vois. Alors, il y a Ketz qui demande, au niveau de la place de l'entrepreneuriat au Maroc, au moment du financement, est-ce que vous avez eu du soutien de la part du gouvernement ou des établissements financiers au Maroc? Oui, effectivement, on a pu bénéficier, mais tardivement. Au départ, moi, en tout cas, c'est un avis personnel. Il faut plutôt chercher à avoir du love money, ça veut dire votre propre argent ou bien celle de vos proches. C'est la plus facile à avoir rapidement pour pour vous lancer déjà sur le business. Puis avoir assez de, je veux dire, y avoir une communauté, mais après la communauté c'est selon vraiment le business, parce que si tu vas je dis n'importe quoi, si tu es dans l'industrie lourde, tu as une innovation, une communauté ne va pas trop servir à avoir des clients par la suite, parce que tu es plus axé sur le B2B. Donc du coup, c'est vraiment selon le business, selon le type d'activité. Si tu vois que c'est une bonne idée d'avoir une communauté, c'est une bonne chose. Tu auras moins d'argent à dépenser. Si c'est pas le cas, il faut vraiment chercher des financements petit à petit, pas par pas. Effectivement, aujourd'hui, le gouvernement il aide là-dessus. Il y a la CCG qui offre des subventions, bien évidemment selon ton dossier, et c'est très utile pour le lancement d'une startup.
Tout à fait, tout à fait. Alors, on va revenir un peu sur les questions voilà, de l'interview. Le thème ici, c'était voilà, de savoir comment est-ce que les startups peuvent bâtir une communauté parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes qui sont lancées. Et pour une plateforme en ligne, généralement, la communauté, c'est ce qui fait c'est ce qui voilà, permet à la plateforme d'être viable. Alors, pour vous, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses être la force? Qu'est-ce qui fait la force de la communauté Pipibiala, selon toi? La communauté, c'est vraiment la solidarité entre leurs membres. C'est ce qui fait la force de notre communauté. C'est la solidarité, c'est la confiance aussi. C'est ce qui a permis à la communauté d'être attachée à l'image de marque de Pipipiala et à faire confiance à cette marque et toute l'équipe qui est derrière. Donc c'est ce qui a fait notre force. Puis par la suite vient le fait qu'on est premier à lancer la communauté du covoiturage. Donc ça nous a donné un coup de pouce qui veut dire pour réussir la transition vers le projet plus structuré en mode startup. Et effectivement là, si vraiment une personne veut se lancer et elle voit qu'elle est sur un créneau et sur une activité qui est plus B2C, c'est systématique. Il faut chercher à lancer une communauté avant de lancer le produit. Parce que c'est vraiment la communauté qui va te dire est-ce que c'est comme un accélérateur. Hein. C'est une fois que tu réunis la communauté et que tu vas ça va pas te coûter grand chose. C'est juste tu vas juste investir de ton temps et vraiment de ton temps parce que le temps c'est primordial pour bâtir une communauté. C'est avoir le temps de répondre aux questions, avoir le temps de chercher l'information utile pour cette communauté pour qu'ils restent fidèles à cette communauté à chaque fois, que ce soit un réflexe pour eux s'ils ont besoin d'informations, qu'ils ouvrent la communauté pour chercher l'information, avoir vraiment, je veux dire, qui veut dire être vraiment froid au niveau de tes réponses, qui veut dire être très diplomatique parce que souvent les gens, t'as des différents caractères. Il y a des gens qui vont être insolents, il y a des gens qui vont être gentils. Il y a des gens qui vont, c'est ta communauté, c'est normal. C'est des gens de caractères différents. Donc du coup, il faut être à l'écoute, il faut être patient et il faut vraiment être auprès de ta communauté. Qui veut dire, il faut vraiment l'aimer comme si tu aimeras tes enfants. C'est ton bébé, c'est ta communauté. Donc il faut vraiment que tu les chéris et que tu sois à leur écoute et tu leur donnes de ton temps. Et au fur et à mesure, il y a le give back. Et automatiquement, en conséquence, ils sont plus fidèles à cette communauté. Ils sentent l'appartenance à cette communauté. Et du coup, quand tu voudras commercialiser ou bien mettre en place un service ou un produit, si jamais ils achètent pas, au moins ils vont te conseiller, ils vont te dire vaut mieux faire ça, vaut mieux pas faire ça, etc. Et un conseil de cette qualité. Il y a des gens qui vont payer très cher pour avoir ce type de conseil. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'aimerais savoir également comment est-ce que le nom est né, le nom Pipibiala. Comment est-ce que est venu? C'est un nom qui est assez drôle. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'avoir ce nom-là? On a beau chercher de noms accrocheurs et tout ça, parce que il y avait deux choses, deux critères à respecter qui veut dire pour trouver le nom qui va suivre cette startup, c'est qu'il soit fun et qu'il soit accrocheur. Et du coup, on a vraiment, ça nous a pris plus d'un mois à la recherche d'un nom qui est fun et accrocheur et qui soit pas assez lourd. Et finalement, on a trouvé Pipipiala, ça a accroché. On a posé la question à plusieurs de nos amis, de nos collègues, comment vous la trouvez, et finalement, tout le monde a aimé le nom et ça a créé beaucoup de différences parce que quand on fait du covoiturage, parfois on a remarqué c'est souvent des gens qui se connaissent pas parce que ils se sont jamais vus. Donc du coup, le premier réflexe c'est que le passager, par exemple, il dit au conducteur tu es Pipipiala? Et oui, je suis Pipipiala. Alors automatiquement c'est bon, c'est parfait, je te reconnais rapidement. Donc du coup effectivement, ça a fait naître un super branding au sein de la communauté. En tout cas, c'était très ingénieux de votre part et j'adore en tout cas. Merci beaucoup.
C'est le fruit de plusieurs années de travail, de plusieurs mois de réflexion. Moi, je suis d'habitude, j'ai un caractère perfectionniste, donc du coup, je prends pas les choses à la légère. Ça aussi, c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs. C'est quand vous aimez la chose. C'est ça la différence entre un entrepreneur qui aime qui vraiment aime ce qu'il veut, son produit, qui aime l'aventure qu'il vit et ce qu'il veut lancer, et un entrepreneur qui veut juste lancer un business pour faire de l'argent. Donc c'est ça la différence. Quand on donne de l'amour, on reçoit beaucoup de choses. En tout cas, ceci m'amène sur une question un peu plus profonde. C'est comment est-ce que tu t'es défini en tant que personne? Si je te demandais, c'est qui Hicham, qu'est-ce que tu me dirais? Ben, on me dit Monsieur Covoiturage Maroc. Ça, on me le dit souvent. Souvent, il y a des gens qui me disent ah Monsieur Covoiturage, Monsieur Covoiturage. C'est drôle, bon, j'aime bien. J'aime bien qu'on t'appelle comme ça. Ouais, c'est assez flatteur aussi. Hicham, c'est quoi ta vision du succès? Comment est-ce que toi tu définis le succès, que ce soit à titre personnel ou professionnel? Comment est-ce que tu définis le succès? Le succès, c'est de vraiment amener un projet qui veut dire à grandir, qui veut dire le rêve de tout start-upper, c'est que sa start-up devienne une licorne. Donc du coup, surtout qu'il n'y a pas assez c'est très rare de trouver une licorne africaine, encore moins marocaine. Donc du coup, c'est un objectif c'est un très bel objectif qu'on s'est fixé et qu'on espère l'atteindre dans les années à venir. Super. Alors, est-ce que tu as comme ça en tête des erreurs que tu as commises, voilà, que tu ne referais plus depuis que tu as lancé ta startup? C'est-à-dire des moments que tu as. Tu peux pas réussir quelque chose sans erreur. Il y en a chaque jour, je vis des erreurs. Chaque jour, il y a des contraintes, des problèmes qu'on doit surmonter. Mais l'important, c'est qu'on apprend des erreurs et que ça se reproduise plus. C'est vraiment le point le plus important. Mais après, j'ai pas attendu 10 ans en mode professionnel ou 15 ans pour lancer mon entreprise ou bien la start-up. Donc du coup, c'est vraiment au départ, il y avait beaucoup d'erreurs. J'ai appris vraiment dans le tas. Mais ces erreurs-là, il faut pas attendre que ça soit un quotidien pour vraiment avancer. Parce que si tu veux avancer, il faut vraiment que tu fais des nuits blanches après une erreur, à maîtriser le sujet pour ne plus commettre aucune erreur du genre. Je veux dire, si j'ai commis une erreur d'ordre marketing, à un moment donné, je me fixe un objectif. C'est des nuits blanches chaque jour pour vraiment maîtriser le sujet. En mode start-upper, tu portes plusieurs casquettes. Tu portes la casquette de la finance, la casquette du business développeur, la casquette du comptable, la casquette du patron, la casquette du superviseur, la casquette du développeur. T'as plusieurs casquettes à porter au départ parce que tu peux pas te permettre de recruter pas mal de monde au départ. Donc du coup, tu es obligé de tout faire toi-même. Et au fur et à mesure que ça réussit, effectivement, il faut au fur et à mesure que ça réussisse, et tu commences à recruter plus de personnes qui vont essayer de te compléter et tu délègues des tâches et par la suite tu consacres à plus de tu donnes plus de temps à certaines tâches qui sont plus importantes. Donc du coup, effectivement, j'ai commis des erreurs sur des métiers que je ne maîtrisais pas, que je n'ai pas étudié et du coup, mais l'important c'est qu'après je me suis forgé, je me suis formé vraiment là-dessus. Et c'est ce qui me fait aujourd'hui tenir et faire avancer le bateau d'une manière rapide. Super. On va encore prendre une question de l'audience. Il y a Rita qui demande, alors puisque ça fait 3 mois au Maroc qu'on est dans le confinement et qu'il n'y a pratiquement pas de voyage, est-ce que Pipiala a été impacté par ça, pardon? Et si oui, à quel niveau est-ce que cela a impacté votre startup? Nous, on a positivé, on a vu les choses, on a vu le confinement. Je veux dire, c'est le bon côté du confinement. Et on s'est réunis en équipe et on avait pas mal d'erreurs, de bugs, et du coup, ça nous a permis de faire une refonte de notre solution, de la rendre plus stable,
plus sécurisé aussi. On a fait carrément plusieurs refontes de sécurité. On a pris le temps nécessaire de faire certains ajustements. Qu'on n'avait pas eu le temps de les faire en live, qui veut dire en plein trajet. Qui veut dire on s'est vraiment concentré sur la techno. On a vraiment développé la techno à fond avec les équipes. Donc du coup, on n'a pas chômé au moment du confinement. Et au contraire, on a carrément créé de nouveaux modules, de nouvelles synergies entre différents partenaires qu'on va bientôt lancer. On a aussi profité du confinement pour aider la communauté et les citoyens marocains. On a lancé un portail qui s'appelle docteur24.ma. C'est un portail, c'est un questionnaire de dépistage en ligne et que toute personne pourra l'utiliser gratuitement et qu'on va utiliser pour l'application pour que les conducteurs et les passagers bien sûr pourront faire un dépistage avant de faire un trajet. Et ça veut dire que toujours dans l'optique de faire un trajet en toute confiance et en toute sécurité. Je vois. Je pense qu'on a encore une question. Alors, il y a quelqu'un qui demande, en tant qu'entrepreneur, c'est un soulagement de déléguer ou alors c'est compliqué? Ce n'est jamais un soulagement. Toujours compliqué. C'est toujours difficile parce que... tu as peur de déléguer parce que tu n'as pas... D'un côté, mais à un moment donné, il faut déléguer. D'un côté, oui, effectivement. Mais d'un autre côté, il y a pas dans le monde d'un start-upper, c'est pas comme dans la PME ou bien dans la TPE que c'est pas en mode patron et tu donnes des ordres. C'est vraiment t'es en mode leader, qui veut dire tu fais les choses à moitié et tu donnes une petite partie aux autres personnes pour t'aider à avancer sur le sujet. Tout à fait. Alors Hicham, une autre question que j'aimerais te poser en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu crois à la chance en tant qu'entrepreneur et si oui, quelle est la part de chance et la part de travail dans le succès d'une start-up comme la tienne? La chance, il faut la provoquer. Donc du coup, il faut vraiment bosser pour provoquer la chance. Donc la chance, elle existe, mais il faut aller la chercher. Effectivement. Alors, est-ce que tu as comme ça des modèles qui t'ont inspiré à devenir entrepreneur? Parmi, je sais pas, peut-être pas forcément des entrepreneurs, ça peut être voilà, des personnes de ton entourage. Qui t'a inspiré à devenir? Franchement, c'est un mix de plusieurs personnes, pas forcément comme tu as dit, pas forcément des entrepreneurs, mais c'est vraiment un mix de plusieurs personnes, de plusieurs success stories, qui veut dire que ce soit dans certains aspects de management, j'ai des personnes qui m'ont influencé au niveau du type de management qui fonctionne le mieux. Au niveau entrepreneurial, effectivement, je me suis inspiré de pas mal d'entrepreneurs mondiaux et marocains aussi. C'est vraiment un mixte du bon côté de chaque personne pour avoir un petit cocktail qui est assez positif, qui va me permettre d'avancer et de me forger un chemin qui va tout simplement amener Pipi Allah plus loin, tout simplement. Aujourd'hui, ça fait à peu près 5 ans que Pipi Allah est né, en tout cas que la communauté a démarré. Hicham, quand tu regardes en arrière, c'est quoi les plus beaux souvenirs que tu as de cette aventure-là? C'est-à-dire... J'ai beaucoup de souvenirs parce qu'il faut savoir que le covoiturage, c'est quelque chose que je pratique, que je fais qui veut dire quasiment à chaque fois que j'ai l'occasion, parce que je me déplace souvent et du coup à chaque fois j'aime bien faire du covoiturage. À chaque fois je ne choisis jamais des personnes avec lesquelles je suis déjà parti. Je cherche à chaque fois de choisir de nouvelles personnes pour vivre de nouvelles aventures, pour connaître de nouvelles personnes. Donc, contrairement à d'autres personnes, ils choisissent toujours des personnes qu'ils ont connues parce que c'est bon, ils se sont habitués à eux et c'est bon. Et contrairement à eux, moi, je cherche toujours de nouvelles personnes et pour connaître. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me permet de challenger à chaque fois parce qu'en majorité, on me reconnaît pas. Et du coup, ça me permet de poser des questions très pertinentes. Qui m'ont permis à améliorer pas mal de choses au niveau de l'application, de la manière avec laquelle gérer la communauté, etc. Connaître aussi les belles aventures et les mauvaises aventures que vivent les membres de la communauté
et tout simplement chercher à comment résoudre et améliorer leur trajet. En tout cas, Et c'est pour ça que… Pardon? je dis qu'en tout cas, je pense que c'est ce que tous les entrepreneurs devraient faire, c'est-à-dire être soi-même le propre client de la startup qu'on a développée, c'est-à-dire… Mais bien sûr, c'est très important. C'est vraiment quelque chose que si la personne ne le fait pas, elle ne pourra pas connaître les problématiques que les autres personnes ressentent, que plutôt vivent, et il n'aura pas l'occasion d'avoir cette empathie et d'avoir une vue globale de son produit, tout simplement. Alors, Hicham, nous sommes sur le point de terminer cette interview. On avait prévu de faire 1 heure parce que après 1 heure, Instagram nous coupe. Alors, si tu as un message à laisser à toutes ces personnes qui nous ont regardés, qui sont pour la majorité des entrepreneurs, c'est quoi le message que tu aimerais leur faire passer? Je vais leur donner un conseil qui m'a vraiment aidé. C'est qu'à chaque fois, on me dit non, ça va pas marcher, c'est pas fait pour nous. Essayez de vraiment, si vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire, foncez, n'écoutez personne, soyez patient aussi, soyez rigoureux sur votre travail, qui veut dire soyez vraiment rigoureux et strict sur ce que vous faites. Et je pense avec ça, on peut réussir à faire avancer pas mal de projets. Merci, Richard. En tout cas, nous avons terminé sur ces mots-là et je te remercie vraiment pour le temps que tu nous as accordé ce soir. Ça a été un immense plaisir pour nous d'échanger avec toi. C'est moi qui te remercie pour ce moment de partage. On a pu partager toute cette connaissance à pas mal de personnes, à pas mal d'entrepreneurs. J'espère juste que ça va leur servir, en tout cas. Et j'invite toutes personnes qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je pourrai répondre à vos questions si vous avez besoin d'aide. C'est avec grand plaisir. En tout cas, après le confinement, allez-y, allez utiliser Pipivia. En tout cas, moi, j'ai hâte de pouvoir essayer le concept. J'ai pas encore essayé, mais j'aimerais bien essayer en tout cas. Et avec le confinement, je suis sûr et certain que tu vas vouloir voyager maintenant. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Alors, on se dit à très bientôt. Merci à tout le monde et Hicham, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.